Hello à vous mes petits vidrians et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière parce que depuis quelques jours, voire quelques semaines, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un gros signe qui apparaît un petit peu partout. Cette espèce de gros interdiction au AI. Et bah oui, on va parler aujourd'hui des intelligences artificielles et pourquoi le monde artistique est particulièrement en colère. C'est un sujet assez lourd, donc accrochez vos ceintures. C'est parti. Alors, avant de me lancer, je rappelle aimablement que je suis artiste, pas technicienne, donc je vais pas rentrer dans les gros détails techniques, je vais expliquer, comme je le comprends, comment fonctionne une IA, une intelligence artificielle. Je vais évidemment ne parler que de l'IA qui génère des images, je vais pas parler des autres parce qu'il y en a d'autres. Je vais aussi mettre en lien, ici en dessous de la vidéo, d'autres vidéos de gens qui en parlent, notamment l'interview de Miyazaki par rapport à ça, parce que je la trouve particulièrement intéressante. Je vais aussi utiliser dans cette vidéo-ci, et je le dirai d'ailleurs, des exemples que Marc Brunet a utilisés dans sa vidéo. Marc Brunet, si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber qui donne en fait des cours en ligne de digital painting et qui donne énormément d'astuces et de cours directement, gratuitement sur YouTube. Et il a fait une vidéo sur les IA, donc forcément, comme son avis recoupe beaucoup le mien, je me suis dit que franchement ça valait la peine de la regarder, et puis il a donné des exemples dedans qui sont parfaits. Donc je vais les utiliser. Je n'ai pas honte. Ce ne sont que ces exemples, évidemment, le reste de la vidéo, c'est moi qui l'ai écrite, parce que je peux vous assurer que j'ai fait des recherches pour la faire, cette vidéo, je voulais être sûre de ne pas dire de bêtises. Alors, les IA, donc l'intelligence artificielle, liée à l'image. Comment ça fonctionne? Je vais faire très résumé, hein. Je vais pas rentrer dans les lignes de code, par exemple, c'est pas mon taf. Mais grosso modo, vous avez un petit espace, comme un espace de recherche sur Google, vous introduisez des mots, vous cliquez sur générer, et bam, ça fait des chocs à pic, presque, ça fait des images. C'est magnifique, c'est merveilleux, et les images sont super belles, et plus on rajoute de mots, et plus elles sont précises, c'est super, mais peut-être pas tant que ça en fait. Donc ça c'est la base de l'IA. Vous avez plusieurs moteurs de ce type, vous avez les plus connus qui sont Midjourney et DALL-E, qui sont en tout cas ceux que je vois souvent sortir. Il y a aussi d'autres moteurs, je crois Lensa ou Lancia, je ne sais plus exactement. Peu importe, ceux que vous utilisez, que vous connaissez, voilà, vous savez comment ça fonctionne, plus ou moins. Mais finalement, qu'est-ce que c'est exactement cette IA? Comment est-ce qu'elle peut générer une image? Bon. Alors, il faut déjà bien comprendre que une IA, c'est un programme, c'est des lignes de code, mais qui va s'entraîner, et elle va s'entraîner en apprenant quelque part tout simplement, de vos mots de recherche. Donc ces mots de recherche vont être la nourriture qui vont lui permettre d'apprendre et de générer de plus en plus de bonnes images, d'images réussies. Je vais peut-être pas dire de bonnes images, je vais dire d'images réussies. Et parfois c'est pas toujours efficace, on en parle malhonnête, les mains des IA, ça c'est pas terrible. Bon. Donc elle s'entraîne, elle apprend, mais pour pouvoir créer des images, il lui faut énormément d'exemples. Ces exemples, en fait, ce sont des images auxquelles on a associé des mots. Les mots, c'est pas juste un ou deux mots, genre un papillon bleu sur une fleur, hein, c'est vraiment des mots extrêmement précis qui vont définir l'image dans les détails. C'est un papillon bleu de face, tel type de papillon, sur tel type de fleur, de telle couleur, à tel positionnement dans l'image, avec un fond de telle couleur, etc. Donc c'est vraiment toute une série de mots qui vont permettre à l'IA de comprendre que l'image comporte effectivement un papillon bleu, mais qui n'est pas de profil, qui est bien de face, qui est centré, qui n'est pas centré, etc., etc., etc. Dans le code, évidemment, de l'IA, on y rajoute des notions de, peut-être pas de beau, mais d'harmonieux. Ça, c'est les concepteurs qui l'ont fait. Et tous ces exemples, tout ça, en fait, c'est rassemblé dans des grosses bases de données, dans lesquelles les IA vont piocher. Une des plus connues, c'est Lion 5B. Et c'est colossal, hein, comme base de données, c'est vraiment des bases de données, c'est titanesque. Ça, c'est comment ça fonctionne plus ou moins. Alors quel est le problème? Il y en a plusieurs. Le gros problème, le plus gros des problèmes, c'est les artistes qui sont pas contents. Et pourquoi ne sont-ils pas contents? Comme on peut le voir sur ArtStation, hein, parce que ArtStation, pour le moment, depuis quelques jours, ça pullule d'images en rapport avec la problématique. Et je dirais même que c'est le cœur du problème.
Des bases de données comme Lion, ça ne contient pas juste une centaine d'images, on parle de milliards d'images. Les derniers chiffres parlent de 5,3 milliards d'images. 5,3 d'images, c'est titanesque. C'est quasiment le contenu entier des images sur Internet. Et c'est là qu'est le problème. C'est qu'en fait, on a pris ces images, mais on n'a pas demandé la permission aux artistes d'utiliser leurs images, et on leur a pas proposé non plus de compensation pour utiliser leurs images, pour que ça entraîne, pour continuer d'entraîner leurs IA. Et ça devient un peu scabreux quand on sait que le business de l'IA, parce qu'il faut pas oublier que les programmes comme Midjourney et compagnie, ils sont pas totalement gratuits, hein. Ils sont gratuits pour un certain nombre d'images, mais à partir du moment où vous dépassez le nombre, vous devez payer. Et ben c'est ces gens derrière les programmes, les concepteurs des IA, ils s'engrangent quand même des millions, voire des milliards dans les poches, et les artistes, eux, par contre, ils se font légèrement beaucoup entuber. Et pourquoi est-ce que on a utilisé toutes ces images finalement? Parce qu'on pourrait... C'est la première question que je me suis dit. Il y a tellement d'images du domaine public, tellement d'images qui sont libres de droit. Pourquoi n'a-t-on pas fourni ces images-là, et puis on aurait demandé aux artistes l'autorisation, et on les aurait éventuellement compensés financièrement? Et ben vous savez pourquoi? Parce que si on avait fait ça, en fait, l'IA n'aurait jamais généré les images qu'on connaît maintenant. En fait, c'est grâce à nous. C'est grâce aux artistes, et à toutes les œuvres qu'on nous a pas demandé l'autorisation de mettre dans la base de données, que l'IA est capable de créer de belles images, de véritablement belles images. Des images même impressionnantes de réalisme pour certaines. Et donc, bah, comme ça n'aurait pas généré d'aussi belles images, eh bien, personne ne s'y serait intéressé. Et les concepteurs n'auraient jamais gagné des millions, voire des milliards. Voilà. Donc finalement, ben, on se dit tout simplement que c'était plus facile de voler les images que de nous demander la permission, parce que comme ça, au moins, leur programme aurait eu du succès. C'est moche, hein, donc en fait, le programme se fait du succès sur le cul des artistes, hein, on est clair. Et c'est bien tout le problème, et c'est pour ça que les artistes sont particulièrement en colère. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment, maintenant on va me dire, oui mais enfin bon, ça ne nous empêche pas nous d'utiliser l'IA, oui, vous pouvez l'utiliser, y a pas de souci. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'une petite question. Je pouvais poser une question un peu d'ordre moral et éthique. Est-ce que vous iriez acheter des pièces détachées de voitures dans un magasin que vous savez voler les pièces détachées sur les voitures de vos voisins ou de vos amis? Est-ce que éthiquement et moralement, vous n'auriez pas un petit souci en vous disant, ah ouais, quand même, voilà, j'ai acheté une nouvelle batterie, mais elle a été piquée sur la batterie, enfin, c'est la batterie de mon voisin en fait. Bah, c'est un petit peu ça la question qu'on pose en tant qu'artiste. Est-ce que vous trouvez vraiment éthique et moral de continuer à utiliser un programme qui vole allègrement des morceaux de nos images pour les recomposer, pour vous faire plaisir, et que vous payez en plus ce programme pour l'utiliser? Et même si ce n'est pas toujours payant, croyez-moi, il y a d'autres moyens de se financer via les publicités sur les programmes. Donc payer, ils sont toujours payés. Donc ça c'est le premier problème. Alors évidemment, le deuxième problème qu'on pose, c'est l'IA pourrait à terme voler le travail des artistes. Je parle pas des illustrations, mais vraiment voler leur emploi, faire que les artistes ne travaillent plus du tout, qu'il n'y ait plus besoin en fait d'engager des artistes pour réaliser des choses. Bon. Alors je vais dire, de mon point de vue, oui et non. Et oui, avec beaucoup de nuances. Je vais expliquer. Les artistes qui pourraient être concernés qui pourraient potentiellement être concernés par une perte d'emploi, et encore c'est très très relatif, ça pourrait être les artistes plasticiens. Parce que en gros, eh bien, si on autorise les images générées par les IA à figurer dans des galeries d'art et compagnie, effectivement, ça pourrait potentiellement nuire aux artistes plasticiens qui fonctionnent sur des galeries d'art et compagnie. Je dis potentiellement parce que, je rappelle, que beaucoup de galeries d'art n'acceptent pas l'art digital comme étant vraiment exposable et vendable. On préfère de loin et de très loin des œuvres originales qu'une copie, même si elle est très belle. C'est plutôt de l'ordre à ce moment-là des galeries de photographie, et encore, puisque la photographie, le digital painting, c'est pas vraiment la photographie. Donc, il y a une nuance quand même, je suis pas sûre que les artistes plasticiens perdent énormément.
On va aussi me dire, oui, mais attends, il y a des gens qui vont se faire carrément des illustrations gratuites, et alors les maisons d'édition, machin et compagnie. Bah alors, je vais dire les choses un peu crûment. Si une maison d'édition n'est déjà pas prête à payer un illustrateur pour faire sa couverture de bouquin et va généralement se rabattre sur des générateurs du type Shutterstock ou Adobe Images, enfin la base de données d'Adobe pour générer des couvertures qui sont toutes les mêmes au final, hein, parce que à force, si vous regardez un petit peu les couvertures de livres dans les petites maisons d'édition, on trouve plus ou moins toujours les mêmes compositions d'images. Je vois pas pourquoi soudainement ils décideraient de payer des artistes pour faire leur couverture alors qu'ils peuvent générer la même chose avec une IA. Donc bon, quelque part, s'ils ne payent pas d'un côté, ils vont pas le payer de l'autre. Du coup, ouais, je pense pas effectivement que des gens qui soient déjà en mode d'aller au plus facile et au moins cher vont changer de cutie et que ce sera une grande perte pour nous. Je pense que, de toute façon, s'ils sont pas prêts à nous payer déjà maintenant, sans vraiment avoir... s'ils étaient déjà pas prêts à nous payer avant les IA, ils vont pas nous payer plus maintenant, via les IA, encore moins. Voilà. Donc, comme je dis, c'est oui avec nuance, oui, effectivement, il va toujours avoir des impacts, mais je pense qu'ils vont être très mesurés. Parce que les impacts, pour le moment, ne sont pas là. Alors pourquoi est-ce que je dis non à ce moment-là, qu'il ne va pas y avoir tant d'impact que ça ? Et bien parce que dès qu'on est dans le domaine, quelque part, du travail artistique, qu'on travaille pour un client et donc sur une commande, l'IA va très vite avoir ses limites. Et les limites, elles vont être très simples. On va les avoir tout de suite. Si le client, imaginons, me demande une illustration d'une jeune fille dans une robe bleue sur une prairie, moi je vais faire le croquis, etc. Peut-être éventuellement envie de faire un rapide petite mise en place de couleurs pour qu'il voit un petit peu vers où je me dirige. Le client va pouvoir me dire à ce moment-là, ah oui, non, finalement, la jeune fille, plutôt que de la mettre à gauche, mets-la plutôt à droite, ou plutôt faire ceci, ou tiens, finalement, la robe, je la verrai pas bleue, je la verrai rouge. Ce qui est quelque chose de très facile à faire pour un artiste. Par contre, pour une IA, ça va être beaucoup plus problématique. Parce que changer quelques mots-clés dans le prompt, ça change toute l'image. Et voilà. Et donc, on va se retrouver, en fait, vraiment face à des problématiques auxquelles les artistes autoproclamés intelligence artificielle ne vont pas réussir en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est impossible pour eux de pouvoir réaliser des commandes. Il faut jamais oublier aussi que des commandes de concept art, etc., c'est souvent très précis aussi, des commandes d'illustration, c'est très précis. Je ne vois pas comment, par exemple, une IA pourrait générer des pages de bande dessinée avec exactement les mêmes personnages. Voilà. Donc il va y avoir à un moment donné, dans ce domaine-là, l'IA n'est pas capable encore de nous remplacer. Il faut aussi comprendre que ce que génère l'IA dépend à 100% de ce qu'il y a dans sa base de données. Elle ne crée rien. Elle n'assemble que des pixels. Elle n'innove pas. Elle ne crée rien, vraiment. Elle ne va que rassembler que des petits morceaux d'images, des pixels, et va essayer de faire en sorte que ça colle bien, mais ça va s'arrêter là. Et c'est hyper important de comprendre ça parce que c'est une des raisons qui fait que pour le moment les artistes ne peuvent pas vraiment être dépassés. Face à un sujet d'actualité, je vais prendre l'exemple par exemple de l'attentat chez Charlie Hebdo, parce que je trouve que c'est assez frappant. Si on replaçait l'IA à l'époque, les gens auraient lancé un prompt qui concernait Charlie Hebdo et les attentats, et ben l'IA n'aurait rien généré. Parce que c'était trop récent, au moment que ça s'est passé, il fallait attendre que les artistes commencent à sortir des images en rapport avec ça, il aurait fallu attendre aussi que ces images soient entrées par les techniciens avec leurs mots et compagnie, il fallait attendre que les photos sortent dans la presse et même chose soit entrée. Donc au final, il aurait fallu certainement attendre au moins un minimum 48 heures, c'est pas beaucoup plus, pour que l'IA soit en mesure de générer des images en rapport avec l'attentat de Charlie Hebdo. Alors que les artistes, c'est immédiat. Je veux dire, on s'assied, on prend notre bloc et hop, on est parti, quoi. Donc, au final, il faut vraiment comprendre que d'un point de vue purement actuel, seul l'artiste est capable de créer de rien, d'évoluer constamment, parce qu'on évolue constamment, faut pas rêver. Il y a qu'à voir par exemple les dessins que j'ai fait il y a 2 ans par rapport à ce que je fais maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et on va évoluer aussi au niveau de notre travail, parce que on est capable de vivre des expériences que l'IA ne sera jamais capable de vivre.
On va vivre des choses émotionnellement, physiquement, mentalement, on va être confronté à des faits d'actualité, c'est des choses que l'IA, elle, ne peut pas faire. Elle ne peut pas créer sur cette base-là, elle va toujours devoir attendre quelque part que les artistes créent pour pouvoir, elle, générer quelque chose ensuite. Donc de ce point de vue-là, je reste persuadée, dans l'état actuel des choses, hein, pour le moment, au stade où l'intelligence artificielle en est, qu'elle n'est pas encore en mesure, en tout cas, de remplacer les artistes. Pour toutes les raisons que j'ai données, parce que elle ne fait qu'assembler des pixels, et que tant qu'on ne lui donne pas les informations nécessaires pour faire ces pixels, eh bien elle ne sait pas créer d'elle-même les choses en rapport avec l'actualité, avec les sentiments, avec les émotions, etc. Elle n'a pas l'expérience pour évoluer, en tout cas pour le moment. Elle n'a pas l'expérience humaine, je précise. Alors, une autre question qu'on se compose régulièrement, c'est est-ce que ce que génère une IA est de l'art? Alors, là, on est sur un gros problème de taille. Vraiment, un très très gros problème de taille. La définition de l'art de base, c'est un petit peu quelque chose qui va susciter une émotion, etc., etc., et on peut dire, dans un certain point de vue, que ce que génère l'IA, effectivement, génère une émotion. Beaucoup de colère. Donc, quelque part, oui, on pourrait dire que c'est de l'art, mais en fait, le problème est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'en fait, en gros, d'un point de vue juridique, non, ce n'est pas de l'art. En gros, on va avoir un problème déjà pour la reconnaissance de qui est l'artiste. Les gens qui s'autoproclament artistes IA, en fait, c'est du bullshit. Je suis désolée de le dire, pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'est du bullshit, parce que écrire un prompt ne veut pas dire créer une œuvre. On va pas se rendre sur Shutterstock, écrire toute une série de mots de recherche pour tomber sur une image et dire, ah ben voilà, comme j'ai écrit les bons mots de recherche pour trouver une image sur Shutterstock, j'en suis l'auteur. Non, ça ne marche pas. Le problème inverse étant que l'IA n'étant pas une personne, mais un programme, juridiquement parlant, on ne peut pas non plus dire que c'est elle, l'IA, qui est l'auteur de l'œuvre. Donc on a un petit souci de taille à ce niveau-là, c'est que juridiquement parlant, eh bien, les œuvres générées par IA ne sont pas protégées par le droit d'auteur, juridiquement parlant. Je crois que au mieux, la justice peut éventuellement protéger les mots qui ont généré l'image, et ce est uniquement à condition que l'exacte suite de mots génère effectivement une et une seule image, et que ça ne puisse pas en générer une autre du tout. Ce qui veut dire que même si on change ça veut dire que si on change de mots, ça doit être une autre image. Sinon, eh ben non, ça sera à mon avis pas protégeable. Donc, voilà, on va dire que par rapport à la définition, beaucoup de gens ont tendance à dire si c'est de l'art parce que ça génère une émotion, que ça génère une réaction, etc., etc. Mais d'un point de vue juridique, pour moi, c'est absolument impossible que ce soit considéré comme une œuvre d'art défendable par rapport au droit d'auteur. Ce qui veut dire aussi que il est impossible qu'un artiste autoproclamé, intelligence artificielle, donc c'est quelqu'un qui dit faire de l'art avec une intelligence artificielle, il va être impossible que cet artiste accuse un autre artiste de plagiat. Parce que, encore une fois, il n'est pas l'auteur de l'œuvre. C'est pas lui qui a pris les pixels lui-même, qui a assemblé les morceaux, c'est un programme qui l'a fait. Donc, je vois pas trop comment juridiquement on va pouvoir en tout cas gérer ça pour le moment. Écrire les mots, écrire un prompt, ça ne veut absolument pas dire être artiste. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Parce que, comme je le dis, c'est l'équivalent d'une recherche Google, vous ne pouvez pas demander un droit d'auteur sur vos recherches Google, c'est pas possible. Pareil sur des recherches sur des moteurs de recherche d'images comme Shutterstock, vous ne pouvez pas demander un droit d'auteur sur vos mots de recherche pour l'image Shutterstock. Et vous ne pouvez certainement pas débarquer en disant que l'image que vous avez trouvée sur Shutterstock est votre image. Il y a aussi un autre problème éthique, un petit peu quelque part, c'est s'il est impensable que quelqu'un qui entre des mots de recherche dans un moteur de recherche comme Shutterstock se prétende l'auteur de l'image qu'il va trouver, il est tout aussi malvenu de se prétendre l'auteur d'une image qu'une intelligence artificielle a générée quelque part. Si on ne le fait pas pour des êtres humains, pourquoi le ferait-on pour une intelligence artificielle? Et là, on tombe toujours sur le problème, évidemment, de l'intelligence artificielle n'est pas une personne, blablabla. Et je vous dis, juridiquement, ça va, pour le moment en tout cas, c'est catastrophique tant que les choses n'ont pas été posées, parce que
je suis honnête, j'ai une amie qui est sculptrice, qui sculpte des beaux objets, des belles choses, et il y a un type, un artiste autoproclamé intelligence artificielle, qui a débarqué chez elle en disant tu m'as plagié. Bah écoute, juridiquement parlant, non. Voilà, désolé. Bah tu peux toujours porter plainte, ça pourrait être drôle. Voilà. Évidemment, un des mauvais côtés de ce côté où des gens qui travaillent avec des IA s'autoproclament artistes, eh bien c'est qu'on a maintenant ce qu'on appelle du scam. Et c'est du vrai scam. C'est des gens qui vendent leur... Je sais pas dire leur création, je peux même pas dire leur création, c'est ça le pire. Le résultat généré par leur prompt sur l'IA, ils les vendent sur Etsy et sur des sites de vente. Et là on a un problème, encore une fois, de droit d'auteur, parce que qui, normalement, devrait être payé? Est-ce que c'est l'IA et donc les créateurs, le concepteur du programme, ou est-ce que c'est la personne qui a fait le prompt? Et voilà. Donc quelque part, il y a quelque chose de particulièrement pervers à ce niveau-là, et j'incite, s'il y a des sites qui me regardent, des sites qui vendent des œuvres comme Etsy et compagnie, je les incite vivement à commencer à regarder à ça, parce que sinon ils vont avoir des gros problèmes. Vraiment. Parce qu'en aucun cas ils ne peuvent se prétendre être l'auteur de l'œuvre qu'ils mettent en vente, puisque techniquement ils n'en sont pas l'auteur, c'est pas le cas. Ils n'ont pas créé l'œuvre. C'est l'IA qui l'a fait, pas eux. Donc vendre quelque chose qu'ils n'ont pas créé... Hein, Etsy. Oh non, mais parce que je sais qu'il y a des artistes qui vendent des reproductions d'œuvres IA sur votre site. J'en ai vu toute une série passer à 70-80 € la reproduction. Waouh, je veux dire, moi les miennes les plus chères sont à 40 €, quoi. Et c'est des œuvres quand même que j'ai créées, quoi. Donc les gars, faut vraiment vous regarder à ça. Alors, on avance dans les questions, les problèmes. Un des gros problèmes qu'on va avoir aussi maintenant, qui découle quelque part de ce que je viens d'expliquer, c'est la régulation de l'IA. Il faut bien se dire une chose, c'est que l'IA est là, elle va rester, et il va falloir, en tout cas nous en tant qu'artistes, qu'on s'adapte. Parce que si on ne s'adapte pas à l'existence de l'IA, si on n'intègre pas dans notre pratique, elle va nous dévorer, ça c'est certain. Par contre, si on l'intègre dans notre pratique et qu'on la régule, en l'intégrant comme un outil, il y a moyen de ménager, d'éviter les plus gros des dégâts. Alors, là-dessus, je vais reprendre l'exemple de Marc Brunet, donc je disais que j'allais reprendre des exemples, et je vais reprendre cet exemple-là. L'exemple de la casse de voiture aussi, c'est des pièces de voiture, ça vient de lui aussi, j'ai oublié de le dire à ce moment-là. Quand le clonage a commencé à voir le jour, les gens se sont enthousiasmés. C'était une nouvelle technologie, c'est intéressant, etc., etc. Et puis, on a commencé à parler du clonage humain. Et on a commencé aussi à parler de ce qu'on appelle les bébés design, donc à savoir toucher au génome humain pour que des bébés parfaits puissent voir le jour. Et c'est là qu'on a dit stop, mauvaise idée, on va arrêter les conneries. Ce qui veut dire en gros que la technologie de l'IA, c'est les laisser hors de contrôle, on va effectivement aller vers la catastrophe. D'où le fait qu'il faut une régulation, d'où le fait qu'il faut aussi une régulation juridique, comme je le disais, sur le qui va obtenir le droit d'auteur. Ce n'est pas parce que la technologie existe qu'elle doit être utilisée. Elle peut l'être, mais elle ne doit pas absolument à tout prix être utilisée. Surtout sans surveillance. Là-dessus, je reviens aussi sur l'interview de Miyazaki, donc n'hésitez pas à la regarder. Moi, je l'ai trouvée très parlante, et je trouve qu'il a dit quelque chose qui était très fort, qui est peut-être plus que moi, je prends plus peut-être d'un point de vue philosophique, et je ne sais pas si c'est comme ça qu'il l'a entendu, mais je vais vous expliquer comment moi, en tout cas, je l'ai pris. Il a dit, je vous le traduis en français, c'est une insulte à la vie elle-même. L'intelligence artificielle, telle en tout cas qu'elle est développée, est une insulte à la vie elle-même. Et il a réagi à ça notamment parce que les concepteurs des IA qui ont présenté leur projet à Miyazaki, qui avaient des têtes un petit peu dépitées parce que je pense qu'ils s'attendaient vraiment à ce que Miyazaki soit emballé et qu'en fait il avait l'air absolument outré et dégoûté. Les concepteurs en tout cas ont clairement dit que leur but c'était d'apprendre à une machine à dessiner comme un humain. Et c'est là que Miyazaki a dit c'est une insulte à la vie elle-même. Et donc mon point de vue philosophique par rapport à ce qu'il dit quelque part, c'est que l'essence même de la vie, je vais pas vous le faire à la Roi Lion, hein, le cycle de la vie, c'est que toute destruction entraîne une création, toute création entraîne une destruction. C'est un cycle vraiment de création et de destruction continue.
Et c'est l'essence même de la vie, à tout point de vue, hein. Je veux dire, même nous, on crée sans arrêt des choses, on les détruit tout aussi vite, donc voilà. Et là, quelque part, on est en train de partir sur l'idée que une chose qui n'est absolument pas vivante, je suis désolée, je peux pas dire que l'IA pour le moment est quelque chose de vivant, c'est une chose, c'est un programme. Donc, quelque chose qui n'est absolument pas vivant, on est en train de lui dire, tu vas faire comme les humains, créer quelque chose. Tu vas commencer à créer quelque chose. Donc, on le fait rentrer quelque part dans le domaine de la vie, sauf que c'est pas vivant. Et si le but est de remplacer la créativité humaine, on va droit dans le mur, on est clair. Parce que la créativité humaine, tout comme la créativité dans la vie en général, c'est limite essentiel. Je suis désolée de le dire, c'est limite essentiel. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui puisse dire de toute ma vie, je n'ai jamais rien créé. Parce que même enfant, on crée des choses, on fait des dessins, on fait des gribouillages, donc on a toujours besoin quelque part de générer des choses qui sont de nos idées, de notre imagination et compagnie, et ça se voit dans tous les domaines. On est dans une société de surproduction, on crée sans arrêt. Donc, éthiquement, il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense qu'il est absolument essentiel maintenant qu'on se penche sur les intelligences artificielles, qu'on contrôle son usage, et surtout qu'on contrôle ce que l'IA peut mettre dans sa base de données. Notamment via ArtStation qui a implémenté notamment la possibilité de cocher une case pour dire je ne veux pas que les IA utilisent mes images. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être vraiment efficace, mais en tout cas le fait qu'il l'ait implémenté c'est déjà un plus. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir contrôler l'IA ailleurs, notamment sur les sites de vente, je le redis, hein, Etsy. Mais aussi sur les portfolios en ligne. C'est-à-dire que pour moi, des œuvres générées à 100% par une IA n'ont pas leur place sur le portfolio en ligne. Et je pense que je ne suis pas la seule artiste à penser la même chose. Je peux déjà vous dire que Marc Brunet pense la même chose que moi à ce niveau-là. Et je ne suis pas inspirée de son avis parce que je vous dis, j'avais écrit déjà mon speech il y a plusieurs jours et j'ai vu la vidéo de Marc Brunet seulement dimanche. Je pense que ce que génère l'IA, comme je dis, doit être utilisé comme un outil, peut-être un outil comme une inspiration, un brainstorming, ça peut être super intéressant. Et je ne cache pas que moi je l'ai déjà fait, hein. Franchement, je n'ai pas moi en tout cas généré des mots, mais je suis tombée sur quelqu'un qui avait partagé toute une série d'images sur la sorcellerie, et ça m'a fait un gros brainstorming, j'ai repris plein de ces images pour justement continuer à m'inspirer là-dessus, et c'est finalement au sortir de ça que j'ai commencé à faire une illustration. Je pense qu'on peut les utiliser aussi comme image de référence, parce que de toute façon, je le rappelle, l'évolution d'un artiste se fait sur base finalement de références, de techniques d'autres artistes, etc. Nous aussi, parfois, on pioche un petit peu dans chaque chose. La seule différence, c'est que de là, on crée vraiment notre style et on crée ensuite nos histoires, etc. On peut peut-être même s'en servir comme base, après tout, ça peut être intéressant si l'IA génère un très très beau décor, de pouvoir peut-être s'en servir dans une illustration, etc. Donc je pense vraiment que l'IA peut être utilisée comme un outil, mais il faut vraiment qu'il y ait un contrôle là-dessus, et que maintenant certaines personnes se penchent fortement sur ce que les concepteurs sont en train d'en faire, et sur ce qui alimente la base de données. Et sur ce que les gens autour en font aussi, parce que bon, les dérives de faire des illustrations dans le style de... ça devient très très limite, et là je suis pas sûre qu'au niveau juridique ça va s'amuser très très longtemps. Voilà, je vais clôturer un petit peu ici le sujet de l'image, de l'IA liée à l'image, et je vais parler d'un dernier sujet qui m'a été en fait... sur lequel je suis tombée. J'ai pas vraiment quelqu'un qui m'en a parlé, je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Et c'est vrai que ce sujet, il pose question. À savoir, c'est la crainte de l'intelligence artificielle de manière générale, globale, pas uniquement liée à l'image, mais vraiment de l'intelligence artificielle dans sa globalité. Bon, hors tout ce qui est science-fiction, l'intelligence artificielle qui décide de détruire les humains façon Skynet dans Terminator et compagnie, donc ça on met ça de côté pour le moment, on n'en est absolument pas à ce stade-là.
mais il y a surtout la crainte que des métiers finissent par se voir remplacés par des IA. Alors j'aimerais dire non, ça n'arrivera pas. Soyons utopiques, ça n'arrivera pas, mais... oui, non, je suis pas comme ça, moi je suis plutôt dans le genre à me référer littéralement à notre propre histoire, hein, factuellement, et me dire, on est mal barré en fait. Je rappelle quand même que factuellement, quand la révolution industrielle a commencé, ce qu'on a promis aux gens, c'est eh ben, vous allez travailler moins parce que des machines vont vous remplacer, donc vous aurez plus de loisirs, mais sans perdre de votre niveau de qualité de vie. Alors globalement, on peut pas dire qu'on ait perdu de la qualité de vie depuis 30, 40, 50 ans, et par contre, au niveau des loisirs et du temps de travail, putain, on s'est quand même bien fait arnaquer. Hein. Parce que là, on est quand même sur du 40 heures de travail semaine, 35-40 heures de semaine, ça dépend un petit peu dans quel pays vous vivez, peut-être parfois même plus, hein, je parle même pas des États-Unis. On a fait littéralement l'inverse, c'est même encore pire que ça, parce qu'on en est au stade où on veut tellement employer les gens qu'on crée des emplois inutiles juste pour qu'ils travaillent. Voilà. Donc juste pour pas qu'ils soient au chômage, on va leur créer des emplois inutiles, du genre tamponner des feuilles qu'on va jeter ensuite. Hein. Pourquoi pas. Donc factuellement, je me dis, vu qu'on nous a déjà bien entubés sur la révolution industrielle, où on nous avait quand même promis des belles choses qu'on n'a jamais vues, et qu'on n'aura jamais, faut pas rêver, moi je repense aussi bêtement aux caissières. C'est un exemple que je trouve absolument magnifique, hallucinant dans ce qu'il y a plus justement de plus stupide, comme quoi un outil qui était vraiment une bonne idée a été complètement détourné et maintenant est en train de créer plus de dommages que de bien, c'est les scanettes. Moi j'ai connu le début des scanettes, personnellement, c'était au Deleuze, à Bruxelles, ça remonte déjà à quelques années, et je trouvais ça génial en fait, l'idée c'était que voilà, il y avait une caisse qui était réservée à ces petites scanettes, et qui permettait quelque part au gros caddie de ne pas encombrer les fils, de passer directement, de poser la scanette, la caissière passait, etc. Et c'était réglé, Alors on va me dire oui mais du coup les caissières avaient moins de boulot, et je me dis oui mais en même temps, il y a des caissières qui avaient des problèmes de santé, qui par exemple faire passer des gros packs de 6 bouteilles d'eau de 2 litres, ça devenait difficile pour elles, là l'avantage c'est qu'elles pouvaient continuer à travailler en passant des choses faciles pour elles, à savoir une scanette. Et donc c'était bien, l'idée était chouette, on désengorgeait les grosses files, on permettait encore à des caissières peut-être qui avaient du mal à faire de certaines tâches de continuer quand même à travailler, tout en effectivement en évitant d'avoir des files de parfois 20 km de long parce que les gros caddies fin de semaine on connaît, hein, voilà. Et puis, cette bonne idée est devenue une catastrophe parce que maintenant en fait on a carrément viré les caissières, on a viré leurs caisses, on a remplacé ça par des 10, 15, 20 caisses à scannettes où il n'y a plus qu'une personne qui s'en occupe quand il y a un petit bug, ce qui n'arrive pas souvent, ou un contrôle. Et en fait maintenant c'est nous qui faisons le travail des caissières. Voilà. Donc on scanne nos produits, on va les mettre gentiment dans leur petit logement réservé à cet usage, et puis on va à la petite caisse où on entre la carte du magasin, et puis on entre la carte de banque, et boum, on a fait tout le travail de la caissière, sauf que nous on n'est pas payé pour. Et la caissière pendant ce temps-là, t'es payée. Donc, sachant cela, j'ai un peu de mal à me dire que le monde actuel, avec cette société du profit à tout prix, qui continue à détruire la nature et compagnie en s'en foutant mais allègrement comme si c'était le cadet de ses soucis, va soudainement se dire que l'IA est un problème et qu'on va l'utiliser comme un outil et pas comme une fin en soi. Et donc oui, non, je ne pense pas effectivement que l'IA va être quelque chose de très positif pour l'emploi des gens à long terme. Je suis désolée. Alors évidemment, tous les métiers ne seront pas touchés, il y a des métiers qui sont impossibles de toucher, je pense notamment à des métiers de professeur, d'enseignement, etc. Par contre, les premiers qui pourraient toucher sont des métiers qui sont liés aux chiffres, comme la comptabilité. Je ne serais pas étonnée non plus qu'à un moment donné, ça entre en ligne dans la justice, hein, parce que l'IA, elle est impartiale complètement, et qu'elle va appliquer la loi à la lettre. Voilà. Je vous dis pas le bordel que ça va être, hein, parce que pour expliquer à un juge que mon voisin est en train de m'arnaquer, machin et compagnie, l'expliquer à l'IA, ça va être compliqué. Mais voilà, je serais vraiment pas étonnée, on pourrait se retrouver ça aussi dans les services clients en ligne et directement les chats clients, on pourrait très bien être confronté à des IA. On est bien en train de créer des compagnons IA pour que les gens qui se sentent seuls, à quel moment ça ne va pas évoluer dans d'autres choses. Voilà. Et est-ce que la société va empêcher ça? Si c'est comme les scanettes, on est mal barré, hein. Voilà, j'en conclus là ma bafouille, qui est, je pense, assez long comme ça. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions, mais comme c'est vraiment un sujet d'actualité, n'hésitez pas à m'en poser, et le débat est franchement ouvert en dessous dans mes commentaires, je serais ravie d'en discuter avec vous. Comme je le disais, n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos que j'ai rajoutées.
N'hésitez pas à revenir d'ailleurs sur les vidéos parce que comme le sujet est vraiment en plein essor maintenant, je n'ai pas encore tous les liens vers toutes les vidéos, je les rajoute au fur et à mesure que je les trouve. Et puis ben écoutez, espérons que Liliane ne dévore pas trop vite et qu'on ne termine pas à la Skynet dans Terminator, sinon on est mal barré. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt dans la prochaine vidéo, mes petits nègriants. Bisous, bye bye.